Rebonjour, chers étudiants, S4, module Organisation judiciaire du Royaume. Ravi de vous retrouver une autre fois. Donc, on a déjà précisé plusieurs points au niveau de l'étude des cours d'appel. Ces juridictions qui sont des juridictions de second degré. Donc, l'étude de ces juridictions ne peut pas se clôturer sans étudier d'autres points très intéressants se rapportant à ces cours d'appel. Donc, cette séance, on va commencer cette séance par l'étude du délai d'appel. Donc, on peut dire que la formation de l'appel des jugements de première instance est soumise au respect du délai d'appel déterminé par la loi. Donc, et on sait que ce délai diffère selon la nature de l'affaire. Par exemple, en matière civile, on a l'article 134 du Code de procédure civile qui détermine ce délai dans le délai de 30 jours en général et 15 jours pour les appels formés contre les jugements rendus en matière des affaires de la famille. Aussi, il est de 15 jours pour les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête. L'article 136 du Code de procédure civile ajoute dans ce cadre que les délais d'appel sont triplés en faveur des parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans le royaume. Par ailleurs, on vient de signaler que le délai d'appel court à compter de la date de la notification à personne ou à domicile réel ou élu ou de la notification à l'audience lorsqu'elle est prévue par la loi. Aussi, le délai court à l'égard de celui à la requête duquel le jugement a été notifié du jour de cette notification selon les dispositions de l'article 134 du Code de procédure civile. Donc, on a déjà précisé que la saisine de la Cour d'appel se fait au moyen d'une requête, dans le délai, bien sûr, précisé par la loi. La requête d'appel, en fait, la requête d'appel doit répondre à un ensemble de conditions qui sont déterminées par le législateur. Tout d'abord, en matière civile, la saisine de la cour d'appel se fait en vertu d'une requête écrite. Et à cet effet, on peut dire que la procédure est introduite en vertu d'une requête d'appel. Dans ce cadre, l'article 328 du Code de procédure civile dispose que les requêtes d'appel sont reçues conformément aux dispositions des articles 141 et 412. Elles sont transmises sans délai au greffe de la juridiction saisie de l'appel où elles sont enregistrées avec le dossier. Et les copies prévues au deuxième alinéa de l'article 142, les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables. Ainsi, la requête d'appel ne peut être recevable que si elle comporte plusieurs mentions précisées par l'article 142 du Code de procédure civile, à savoir les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du demandeur et du défendeur, ainsi que les noms, qualités,
et domicile du mandataire du demandeur s'il échait. S'il s'agit d'une société, c'est-à-dire une personne morale, la requête doit comporter la dénomination sociale, la nature et le siège de cette société. En plus de ces éléments, la requête doit comporter aussi l'objet de la demande, les faits et les moyens invoqués, en plus des pièces dont le requérant entend se servir et qui doivent être jointes à la requête. Il convient de signaler que la requête d'appel doit être annexée autant de copies certifiées conformes qu'il y a de parties en cause. Par ailleurs, l'objet de la requête d'appel ne peut porter aucune demande nouvelle selon l'article 143 du Code de procédure civile, à moins qu'il ne s'agisse de la compensation ou que la demande nouvelle soit la défense à l'action principale. Enfin, lorsque la requête d'appel satisfait à l'ensemble des conditions précitées et après paiement de la taxe judiciaire imposée aux requêtes d'appel conformément bien sûr aux dispositions du décret royal numéro 851-65, en plus de la constitution d'un avocat, le greffe du tribunal de première instance transmet au greffe de la juridiction saisie d'appel la requête d'appel annexée des copies certifiées conformes tel qu'il a été déjà précisé. À cet effet, le premier président de la Cour d'appel désigne un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis dans les 24 heures et ce magistrat rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit la notification d'appel à la partie adverse. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'appel, on pense à l'exécution du jugement déjà prononcé par le tribunal de première instance et qui fait objet de cet appel. Donc, est-ce que l'appel produit des effets sur l'exécution de ce jugement? À ce niveau, on peut signaler qu'en principe, le délai d'appel et l'appel interjeté dans le délai légal produisent un effet suspensif dans la mesure où ils suspendent l'exécution du jugement rendu par le tribunal de première instance, à moins que ce jugement soit rendu sur exécution provisoire. Ainsi, par l'acte d'appel, le procès tout entier est porté devant la Cour d'appel qui est compétente d'examiner tous les points de droit et de fait que le litige comporte. Et en tant que juridiction de second degré, la Cour d'appel ne peut être saisie pour une prétention nouvelle, comme on l'a déjà précisé, et donc à chaque fois que le but recherché en appel est en contradiction avec celui soulevé en première instance, sinon la demande sera déclarée irrecevable. En plus, le juge saisi d'appel, donc le conseiller, on dit conseiller au niveau des cours d'appel, est compétent de statuer sur la recevabilité de l'appel et sur le fond du litige par une seule et même décision. Aussi, la Cour d'appel peut évoquer les points non jugés par les juges de première instance afin de leur donner elle-même une solution définitive. En dernier lieu, les juges d'appel ne peuvent que confirmer ou infirmer le jugement attaqué, de même que la Cour d'appel est liée par l'acte d'appel. Donc, grosso modo, on peut dire que la Cour d'appel ne statue pas sur une demande nouvelle, donc sur une nouvelle demande qui n'a pas fait l'objet du litige présenté devant le tribunal de première instance, mais en revanche, elle peut statuer sur
des points juridiques qui n'ont pas été soulevés par les tribunaux de première instance. Concernant la compétence de la Cour d'appel, lorsqu'on parle de compétence, on vise la compétence d'attribution, la compétence matérielle, ou encore la compétence territoriale. Donc, concernant la compétence d'attribution de la Cour d'appel, à ce niveau, on va signaler l'article 9 de la loi 3410 fixant l'organisation judiciaire du royaume, qui dispose que la Cour d'appel est compétente pour connaître des décisions des tribunaux de première instance rendues en premier ressort, ainsi que pour toutes les autres matières où compétence lui est attribuée par le Code de procédure civile ou le Code de procédure pénale et le cas échéant par des textes particuliers. Donc, les cours d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance en premier ressort. Aussi, de statuer sur les appels interjetés contre les ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance, à savoir les ordonnances sur requête, les injonctions de payer et les ordonnances du juge des référés. Aussi, elle statue sur les recours exercés contre les décisions prises par le Conseil d'ordre des avocats. Aussi, elle est compétente de statuer sur les renvois prononcés par la Cour de cassation concernant les arrêts rendus par une cour d'appel. En plus, elle est compétente sur les règlements des litiges entre les tribunaux de première instance relevant de son ressort. En outre, il est à noter que la Cour d'appel jouit de la compétence exclusive en matière de crimes et de crimes financiers. Par ailleurs, au niveau de la compétence territoriale de la Cour d'appel, à ce niveau, on signale les dispositions de l'article 8 de la loi 3410 fixant l'organisation judiciaire au Maroc, qui précise que les cours d'appel peuvent tenir leurs audiences au siège des tribunaux de leur ressort. Donc, en général, c'est tout ce qui concerne l'étude de la Cour d'appel en tant que juridiction de droit commun, en plus du tribunal de première instance. Donc maintenant, on abordera la Cour de cassation. Mais à ce niveau, avant d'entamer l'étude de cette Cour, il convient de signaler que l'expression Cour de cassation a été substituée à l'expression Cour suprême dans tous les textes législatifs et réglementaires en vertu de l'article unique de la loi numéro 5811 relative à la Cour de cassation. D'ailleurs, on peut dire que cette Cour, ou on signale que cette Cour a été créée en 1957. Depuis lors, elle est placée au sommet de l'organisation judiciaire et elle siège à Rabat. Donc, commençons par le rôle de la Cour de cassation. Comme on l'a précisé, la Cour de cassation constitue la juridiction suprême placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Et à ce niveau, on doit préciser que cette Cour ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Donc, c'est-à-dire que son rôle n'est pas de rejuger les affaires, mais d'examiner si les règles de droit ont été correctement appliquées par les juridictions de fond.
Donc la cour d'appel et le tribunal de première instance, de même que son rôle se manifeste dans le fait d'assurer l'unité de l'interprétation des règles de droit, donc une unité de la jurisprudence au niveau du pays. Et on sait que la jurisprudence joue un rôle très très important au niveau de l'interprétation de la loi. Aussi, elle constitue une source complémentaire de la loi, de la législation. Donc, de ce fait, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. En effet, elle rejette le pourvoi si elle constate qu'il ne reste plus rien à juger. Elle ordonne la cassation sans renvoi et la décision dans ce cadre deviendra définitive. Ou encore, elle casse la décision et dans ce cas, elle renvoie le procès devant la juridiction du même ordre et du même degré que celle qui a rendu, bien sûr, la décision cassée. Et exceptionnellement, elle renvoie le procès devant la juridiction qui a rendu la décision cassée. Dans ce cas, l'article 369 du Code de procédure civile précise que cette juridiction doit être alors composée de magistrats n'ayant en aucune manière ni en vertu d'aucune fonction participé à la décision objet de la cassation. En outre, le renvoi s'effectue si l'une des causes précisées par l'article 359 du Code de procédure civile a eu lieu. Donc, ces causes se concrétisent dans les cas suivants. La violation de la loi interne, la violation d'une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie, l'incompétence, l'excès de pouvoir, le défaut de base légale ou défaut de motif. Et en plus, la Cour de cassation est compétente au niveau des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives, les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leur pouvoir, les règlements des juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour de cassation. Elle est compétente aussi au niveau des affaires liées à la prise à partie contre les magistrats et les juridictions, à l'exception de la Cour de cassation. Et aussi, elle est compétente en matière des dessaisissements pour cause de sûreté publique ou pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Concernant la composition et l'organisation de la Cour de cassation, on peut signaler ici l'article 10 de la loi 3410 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, qui précise que la Cour de cassation est présidée par un premier président. Elle se compose du ministère public qui est représenté par le procureur général du roi, assisté des avocats généraux. Elle comprend en outre des présidents des chambres et des conseillers. Elle comporte aussi un greffe et un secrétariat du parquet général. En outre, la Cour de cassation se subdivise en 6 chambres, à savoir dans la chambre civile, dite première chambre, chambre du statut personnel et successoral, chambre commerciale, chambre administrative, chambre sociale et chambre commerciale. À ce niveau, il convient de noter que chaque chambre est présidée par un président de chambre. Et aussi, elle peut être... La Cour de cassation peut être divisée aussi en sections. De même que chaque chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit la nature des affaires
soumises à la Cour. Par ailleurs, la Cour de cassation se dote aussi d'un bureau qui joue le même rôle de l'Assemblée générale auprès des juridictions de fond. Donc, la fonction du bureau de la Cour de cassation se détermine dans la répartition des affaires entre les différentes chambres, suivant la nature de l'affaire, la détermination du nombre des sections s'il y a lieu, la détermination des jours et heures des audiences. Et à cet égard, il convient de signaler que c'est l'Assemblée générale, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est l'Assemblée générale instituée au niveau des juridictions de fond qui joue ce rôle ou cette mission. Concernant le fonctionnement de la Cour de cassation, ce qu'on peut dire au niveau de ce point, c'est que la Cour de cassation siège en formation collégiale, c'est-à-dire en juridiction collégiale. Et dans ce cadre, les audiences sont tenues à 5 magistrats. À cet effet, l'article 371 du Code de la procédure civile dispose que les chambres de la Cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à 5 magistrats. Par ailleurs, la Cour de cassation peut siéger en collégialité renforcée. Qu'est-ce que ça veut dire une collégialité renforcée? C'est-à-dire que dans ce cadre, les arrêts rendus ou les arrêts seront rendus par 2 chambres réunies. On mentionne l'alinéa 2 de l'article 371 du Code de la procédure civile qui précise que le premier président de la Cour, le président de la Chambre saisie et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation de jugement constituée par 2 chambres réunies. Et il précise que la formation constituée par 2 chambres peut décider le renvoi de l'affaire à la Cour de cassation jugeant toutes chambres réunies. D'ailleurs, la collégialité renforcée, c'est-à-dire par la réunion de 2 chambres, tend essentiellement à éviter une contradiction de jurisprudence lorsque l'affaire pose une question de principe ou lorsqu'elle relève des attributions de plusieurs chambres. Concernant maintenant la présence du ministère public devant la Cour de cassation. Ici, il convient de signaler que sa présence ou la présence du ministère public en la personne de l'avocat général est obligatoire dans toutes les audiences et toutes les affaires. On a ici l'article 11 de la loi 34-10 fixant l'organisation judiciaire du royaume. Aussi, non seulement sa présence est exigée, mais le législateur précise qu'il doit être entendu dans toutes les affaires, c'est-à-dire les arrêts de la Cour de cassation ne peuvent être rendus que si le ministère public présente ses conclusions au niveau de l'affaire. Donc, on terminera cette séance. Je vous souhaite bon courage à la séance prochaine, Inch'Allah.